Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et avant de commencer, je tiens à vous informer que je remplacerai notre modératrice, Madame Khadi Evelyne Denise Ndiaye, qui est directrice du secteur privé à la commission du l'UMOA, initialement prévue pour animer cette session. Donc, on va l'attendre le temps juste qu'elle arrive. Et donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous pour modérer cette 8e édition du webinaire PP for All pour consacrer au thème PPP et secteur privé local, enjeux et perspectives. Donc, permettez-moi de commencer par une image. Lorsqu'une autoroute est inaugurée, lorsqu'un nouvel hôpital ouvre ses portes, lorsqu'un port devient opérationnel ou lorsqu'une plateforme numérique commence à servir des millions d'usagers, nous admirons naturellement le résultat visible du projet. Mais une question est rarement posée. Qu'est-ce que ce projet a laissé derrière lui? A-t-il simplement permis de réaliser un investissement ou a-t-il également contribué à renforcer les entreprises locales, à développer des compétences, à créer des opportunités d'affaires et à faire émerger de nouveaux champions économiques? Car au fond, le véritable succès d'un PPP ne se mesure pas uniquement à ce qui est livré. Il se mesure aussi à ce qu'il laisse derrière lui dans l'économie locale. C'est précisément cette vision qui inspire aujourd'hui les réformes engagées dans de nombreux pays africains et au sein de notre espace communautaire. À l'UMOA, la directive numéro 1/2022 CEN-UMOA relative au cadre harmonisé des partenariats publics-privés traduit cette ambition de faire du PPP non seulement un instrument de financement et de réalisation des projets publics, mais également un levier de développement du secteur privé régional. Ces directives consacrent notamment plusieurs orientations favorables à une meilleure implication des entreprises locales à travers la promotion du contenu local, le renforcement des capacités des PME, le recours à la sous-traitance locale, les mécanismes de participation des acteurs nationaux et la création d'un environnement plus propice à l'émergence des champions nationaux et régionaux capables d'intervenir sur toute la chaîne de valeur des projets. Car la question n'est plus simplement de savoir comment financer davantage de projets. La question est désormais de savoir comment faire en sorte que ces projets contribuent également à bâtir des entreprises plus fortes, plus compétitives et plus résilientes. Et c'est précisément ce qui nous réunit aujourd'hui. Comment renforcer concrètement la participation des entreprises locales dans la structuration, le financement et la mise en œuvre des projets PPP en Afrique? Et quel enseignement peut-on tirer de l'expérience sénégalaise? Voilà la question centrale qui guidera nos échanges. Une question essentielle, car derrière les PPP se joue finalement un enjeu beaucoup plus vaste, celui de la transformation structurelle de nos économies et de la place que nous souhaitons accorder au secteur privé africain dans la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de nos projets stratégiques. Après tout, les infrastructures et les services publics transforment les territoires, mais ce sont les entreprises qui transforment durablement les économies. Le véritable défi est donc de construire les deux simultanément. Je vous invite à une discussion ouverte, pragmatique et résolument tournée vers les solutions. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos distingués panélistes qui nous feront bénéficier de regards complémentaires issus du cadre institutionnel des PPP, des autorités contractantes et du secteur privé local. Pour nous édifier sur le sujet. Et donc, on vient de me signaler que Madame Khadi est là, donc je vais lui laisser la parole. Et va continuer. Merci. Peut-être je vais profiter de ce moment, Lamine Lo de Zaman Capital, pour dire merci à nos invités, voilà, ces panélistes, voilà, qui ont accepté de vouloir partager leur expérience. Donc, on est dans la salle en train de suivre. Voilà, et merci également aux participants. Voilà, donc, on attend donc la modératrice qui avait une contrainte pour reprendre voilà, la parole. Je suis vraiment désolée, donc j'avais une petite contrainte, je l'avais indiqué donc de 10 minutes. En plus de ça, je me rends compte que j'en ai profité pour tester quelques conditions réelles de deux secteurs qui appellent justement des partenariats solides, donc l'énergie et les télécoms. Donc,
On a eu des coupures et en plus de ça, une connexion instable. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Et ça me permet donc d'entrer dans le vif du sujet et de confirmer qu'il y a aujourd'hui de belles opportunités pour notre secteur privé pour développer les PPP. Alors, Abdoulaye, vu que je viens d'arriver, je pense que vous aviez déjà commencé le panel. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous êtes pour que je puisse reprendre donc le fil. Merci Amina. Merci d'avoir bien voulu me remplacer et introduire le sujet. J'espère que vous avez bien parlé de ma directive PPP UEMOA, j'y tiens, et du cadre harmonisé au niveau de l'UEMOA. Donc, sans plus tarder, dans ce cas-là, on va passer sur la présentation donc, de nos panélistes. Alors, on va donner l'honneur donc aux dames pour nous édifier sur le sujet. Nous allons tour à tour écouter les interventions donc, de Ramatoulaye Amadou Bonkane, donc de l'unité nationale PPP. Elle est juriste spécialiste en droit des affaires. Elle a une expérience en cabinet d'avocat dans le conseil et l'accompagnement des dossiers contentieux dans le secteur des mines et énergie, mais aussi en affaires commerciales, sociales et pénales. Donc, Ramatoulaye est à l'unité nationale PPP depuis sa création et à ce jour, elle est juriste chargée de projet. Donc, elle conseille et accompagne les autorités contractantes dans la structuration des projets, leur préparation, la passation, mais aussi le suivi des engagements des contrats PPP. Elle est certifiée CP3P, c'est ma collègue CP3P, donc qui est Certified Public-Private Partnership Professional. Et donc, elle dispose donc d'une expertise reconnue sur les aspects juridiques, institutionnels et opérationnels des PPP. Monsieur Khadim Sissé, donc, est ingénieur en génie civil, spécialisé en transport et mobilité urbaine. Khadim Sissé cumule près de 20 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets structurants en Afrique. Il occupe actuellement les fonctions de coordonnateur de projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar, au sein donc du CEDUT, après avoir exercé les responsabilités de directeur des études de la stratégie. Et donc, à ce titre, il a bien sûr piloté de nombreuses études stratégiques et plusieurs projets majeurs de mobilité urbaine, donc notamment dans le cas, je pense, du BRT de Dakar. Donc, il a collaboré étroitement avec plusieurs PTF et autorités publiques, ainsi que des privés sur des projets PPP. Enfin, alors je vais vous demander juste de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, enfin, on a Taslim Gom, donc, qui est fondateur et associé gérant donc IHSAN, je ne sais pas si on dit ISAN Development Group. Donc, Taslim Gom accompagne les institutions publiques, les entreprises privées et les investisseurs dans la conception, la structuration financière et le développement de projets immobiliers d'infrastructures durables en Afrique de l'Ouest. Fort d'une expérience acquise notamment au sein de CERTEM, puis à travers donc, de ISAN Développement, il a contribué à la structuration, au développement ou à la promotion donc, de projets représentant plus d'1 milliard donc, de francs CFA dans des secteurs aussi variés que le logement, la mobilité, la logistique, les infrastructures administratives ou encore les équipements sportifs. Il est diplômé en système d'information, stratégie, sciences de la décision, en immobilier. Il a également suivi un programme exécutif PPP, Infrastructure Financing and Risk Management de Harvard. Il défend une vision des PPP dans laquelle le secteur privé local ne se limite pas à un rôle de prestataire ou de sous-traitant, mais devient un véritable développeur, investisseur et opérateur donc, de projets structurants. Donc, moi-même, je ne me suis pas présentée. Je suis Khadi Evelyne Denise Ndiaye. Je suis directrice du secteur privé au niveau de la commission de l'UEMOA. Et donc, je suis économiste de formation, j'ai fait intelligence économique, expert certifié PPP, développement et financement du secteur privé, etc., etc. Et donc, ça fait 16 années que je suis au niveau de la commission de l'UEMOA.
Voilà, donc vous l'aurez compris, le niveau d'expertise autour de cette table virtuelle est particulièrement élevé. En plus de ça, je fais un petit clin d'œil à M. Lamine Lo qui est parmi nous et qui est un leader dans le domaine des PPP au niveau du Sénégal. Donc, nous allons pouvoir avoir avec nos trois experts de haut vol des regards croisés qui vont nous permettre d'aborder notre sujet donc, sous ses dimensions réglementaires, opérationnelles et entrepreneuriales. Afin de favoriser les échanges qui soient dynamiques et interactifs, j'ai proposé à chacun d'entre vous d'intervenir pendant environ 5 minutes. Et puis, s'il y a nécessité, je pourrais relancer sur le débat. On va commencer donc avec Ramatoulaye. Ramatoulaye, bonjour. Oui, bonjour, Hadi. Ça va? Désolée pour le retard, hein. Pas de souci, on comprend. Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. D'accord. Alhamdulillah. Donc, Ramatoulaye, j'aimerais que vous puissiez donc, je suppose que dans le laïus qui a été fait au départ, on a parlé donc justement du fait qu'au niveau de l'importance du cadre juridique, donc du fait qu'au niveau régional, on a un cadre réglementaire, mais il faut savoir justement qu'au niveau du Sénégal, il y a une réforme importante. Je pense d'ailleurs qu'on avait fait ensemble un atelier sur le cadre juridique des PPP, la loi donc qui date de 2021. Et j'aimerais que vous puissiez nous donner un peu son contenu, quelles sont les principales innovations introduites en faveur du secteur privé local, notamment donc en matière de participation de capital, d'initiatives privées, de contenu local, et puis bon, nous dire un peu quels sont les enseignements que vous tirez et quels sont les premiers résultats que vous observez. Je précise qu'au niveau du Sénégal, au niveau de la sous-région, le Sénégal est quand même assez avancé en matière de développement PPP et de cadre réglementaire. Donc Ramatoula, on vous laisse la parole. Je vois que vous avez peut-être... Ah non, d'accord, parce qu'il y a une présentation qui s'affiche, vous n'avez pas de présentation, vous allez intervenir, on est d'accord? Oui, Oui, d'accord, ok. Bon, Ramatoula, c'est à vous. merci beaucoup, Hadi. Bonjour à tous, je me présente Ramatoulaye Amadou Bonkane, juriste chargée de projet au sein de l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre part à ce webinaire aux côtés de nos panélistes, M. Taslim Gom et M. Hadim Sissé, que nous connaissons bien comme acteurs de l'écosystème PPP parce que ce sont des personnes avec qui nous avons cheminé depuis les débuts de l'UNAP. Et je salue également et remercie Madame Ndiaye, Hadi Denise Evelyne, avec qui nous avons organisé l'atelier, évidemment, et qui est la directrice du secteur privé au sein de la commission de l'UMOA. Mais je voudrais rendre également un hommage particulier à Monsieur Lamine Lo, fondateur de Zaman Capital, qui est notre ancien coordonnateur. Et je le dis aujourd'hui, si nous avons cet amour, nous nourrissons l'amour des PPP et nous continuons de le nourrir, c'est en partie grâce à lui. Donc, je souhaiterais lui rendre hommage ici aujourd'hui avant de démarrer. Donc, ce thème qui nous réunit ici vient à point, effectivement, parce que quand on parle de promotion du secteur privé local, c'est le cœur même de la réforme de 2021. Aujourd'hui, on peut dire que le secteur privé local... Je disais en fait que ce thème qui nous réunit aujourd'hui vient à point parce que quand on parle de promotion du secteur privé national et communautaire aujourd'hui, c'est quand même le cœur de la réforme de 2021. On peut dire même que c'est la sève nourricière de cette réforme-là. Donc, concernant le secteur privé, il y a pas mal d'aménagements qui ont été pris pour permettre au secteur privé de bien se positionner sur les projets d'infrastructure. Donc, parmi ces aménagements-là, je vais citer d'abord ce que le texte dit, pour ensuite venir aux résultats concrets et aux messages clés que je souhaiterais faire passer aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces aménagements, le premier point pour moi, c'est la prise de participation au capital social de la société de projet. Donc, qu'est-ce que le texte dit aujourd'hui? Le texte nous dit qu'une fois que le contrat de partenariat public-privé est signé, au plus tard, après la signature de ce contrat, 3 mois au plus tard, le titulaire du contrat doit mettre en place une société
de projet qui est destiné à véhiculer le projet. Donc, on se pose la question de comment va être constitué le capital social de cette société de projet. Donc, le capital de cette société de projet, le point positif ici aujourd'hui, c'est qu'il y a 33% qui sont octroyés au secteur privé, national et communautaire. Pour vous rejoindre, Hadi. Donc, je vais faire un comparatif avec le cadre de 2014 qui octroyait 20% au secteur privé national. Mais aujourd'hui, quand on part sur les 33%, vous vous rendez compte avec moi que le législateur sénégalais, derrière cette logique, a voulu apporter cette simple participation symbolique à une participation logique et conséquente au capital social de la société de projet. Donc, mis à part cela, il y a aussi les projets qui sont réservés. Donc, le texte également revient en disant que les projets dont la valeur globale hors taxe sont inférieurs à 5 milliards peuvent être réservés au privé national ou communautaire. Mis à part cela, il y a également les aspects liés au contenu local qui sont des critères d'attribution qui renvoient à tout ce qui est l'emploi, la formation, l'inclusion des PME et des artisans locaux dans les projets de partenariat public-privé. Donc, je vais apporter un exemple à mon argumentaire. Si aujourd'hui l'État du Sénégal décide de construire une école publique et que parmi les spécifications techniques de cette école publique, il va falloir mettre en place des portes en bois ou des tables bancs en bois, on est d'accord qu'il faut inclure parmi ces aspects de contenu local nos artisans locaux qui sont bien en la matière et qui possèdent une matière première assez solide, robuste et qui pourraient répondre aux critères pour pouvoir participer à ce projet-là. Donc, mis à part les aspects de contenu local, il y a également la sous-traitance qui est prioritairement réservée aux entreprises nationales et communautaires. Il y a un autre aspect également qui concerne les OIP, que je vais développer plus au fil des débats, je vais développer plus sur les OIP, mais j'aimerais souligner cet aspect qui concerne les frais de remboursement. Quand on parle d'OIP aujourd'hui, certains initiateurs se demandent pourquoi en fait ils initient, ils préparent le projet, ils le développent et qu'ensuite, il peut être attribué à un autre opérateur. C'est possible, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il y a des aménagements qui sont faits avec le cadre qui permettent de rattraper, c'est-à-dire des frais de remboursement, des études qu'ils ont eu à investir pour le projet. Ils vont être remboursés par l'attributaire. Et également, ils peuvent se voir octroyer jusqu'à 7% du capital social de la société de projet. Donc, voilà, pour ce que le texte dit concernant les aménagements qui sont octroyés au secteur privé national et communautaire aujourd'hui, sur les points concernant les résultats concrets, on peut dire qu'il y a des avancées, effectivement, qui ont été notées, qui sont considérables. Par exemple, sur le projet de reprise de l'exploitation des chantiers navals de Dakar, la SIOM que vous connaissez bien. Sur ce projet-là, le secteur privé local a fait une prise de participation à la société de projet à hauteur de 10%. Ça, c'est une avancée. Donc, on invite aujourd'hui le privé national et communautaire à plus se positionner sur les projets parce que ces avantages-là ont été mis en place pour eux et on espère d'eux de prendre connaissance de ces avantages-là et vraiment de pouvoir se positionner sur les projets. Par contre, il y a un message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, c'est que on sent encore une timidité. On sent encore une timidité du secteur privé local parce que si vous prenez l'exemple de pays comme le Maroc, c'est un pays qui est bien développé en termes d'infrastructures, ils sont assez avancés et cela ne s'est fait qu'avec l'aide de leur secteur privé national qui est assez fort et on n'a rien à envier côté Sénégal à ces Marocains. Donc aujourd'hui, il faut inviter le privé à plus se positionner, à prendre part dans l'actionnariat des sociétés de projets parce que le portefeuille de projets disponible de l'UNAP aujourd'hui compte à peu près 19 projets assez avancés. Donc, ce serait intéressant, il est disponible sur le site, que les privés puissent s'approprier de ces projets-là et que vraiment, ils se fassent accompagner également des banques locales pour pouvoir se positionner niveau actionnariat des sociétés de projets. Merci beaucoup et je pense que... Ramatoulaye, si je peux me Oui. permettre sur ce dernier point, qu'est-ce que l'UNAP, justement, parce que c'est vrai, hein, là, vous lancez un appel qui est fort intéressant sur la timidité du secteur privé, et vous lancez un appel sur ces 19 projets, par exemple, qui sont là, mais qu'est-ce que l'UNAP
fait pour pouvoir communiquer sur l'existant? Je ne sais pas, parce que je sais que vous faites vraiment beaucoup de choses en matière de communication. Comment est-ce que vous attirez ce secteur privé-là vers vous, justement? Si vous pouvez nous citer quelques outils que vous avez développés qui sont très intéressants d'ailleurs. Merci beaucoup, Hadi. C'est vrai. Donc, l'UNAP, comme je disais tantôt, qui est l'organe d'experts et qui conseille et accompagne, dans son rôle, continue la promotion de ce nouveau cadre et continue de vulgariser. Donc, dans un premier temps, il y a des initiatives qui ont été mises en place. Monsieur Taslim Gom, qui est présent dans ce panel, pourra confirmer qu'il y a eu un dialogue qui a été fait avec le secteur privé. Donc, on continue de dialoguer avec le secteur privé et d'aller vers eux. C'est vrai que nous sommes les conseillers de l'État, mais nous sommes quand même dans une logique de pouvoir discuter avec le secteur privé parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse s'aligner, chacun de nous, que ce soit du public ou du privé, et qu'on puisse parler le même langage. Donc, mis à part ces dialogues qui sont organisés de temps à autre pour discuter avec le secteur privé, il y a aussi le fait que... excusez-moi, que le portefeuille soit disponible sur le site de l'UNAP avec toutes les informations nécessaires. Et nous invitons également le secteur privé à vouloir se positionner parce qu'aujourd'hui, quand j'estime que je suis un investisseur présent dans un pays, je crois que lorsque je veux me positionner sur des projets, il faut que j'aille chercher l'information. Si le portefeuille est disponible, mais pas que les projets qui sont disponibles dans le portefeuille, mais aussi il faut que je sois familier avec le cadre qui concerne tout ce qui est investissement avec ce pays-là. Il faut que les investisseurs présents dans ce même pays se familiarisent avec le code de l'investissement, avec la loi sur les PPP, son décret d'application, également le code des marchés, qu'ils soient au fait concernant les partenariats publics-privés. Parce que nous, aujourd'hui, l'UNAP, on a ouvert notre porte au secteur privé et nous sommes vraiment disposés et disponibles à pouvoir répondre à toutes leurs questions et à les recevoir et à discuter avec eux. Si toutefois également ils souhaiteraient se positionner sur certains projets, nous sommes aussi ouverts à cette idée. Donc voilà, merci beaucoup Hadi. J'espère avoir répondu clairement à votre question. Merci. Très clairement, c'était même plus que parfait. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Et je rebondis sur ce dernier point, sur le dialogue secteur public-privé, pour dire qu'on vient de mettre en place un forum régional donc, du dialogue public-privé et que justement, j'espère que, pas pour la première édition du forum, mais sur la deuxième, on ira sur le PPP pour remonter les préoccupations justement des privés des 8 pays de l'UEMOA, dont le Sénégal. Et ça va vraiment nous permettre de non seulement partager l'expérience, mais vulgariser aussi sur chacune des lois qui existent au niveau de nos pays et prendre en compte aussi donc, les préoccupations de notre secteur privé. Vos explications ont été vraiment très claires. Ça nous rappelle que les PPP ne se résument pas à des projets. Vraiment, ils reposent d'abord sur un cadre institutionnel et réglementaire qui doit créer la confiance, sécuriser les investissements et encourager l'initiative privée. Mais entre l'ambition des textes et la réalité du terrain, il y a souvent l'épreuve de la mise en œuvre. Ouais. Et c'est précisément donc là que le regard des autorités contractantes donc, devient essentiel. J'ai oublié de remettre ma caméra. Je vais donc me tourner vers Khadim. Merci encore, Ramatoulaye. On reviendra pour approfondir les échanges avec l'UNAP. Khadim Cissé, vous êtes là? Bonjour, bonjour Oui, Khadim. Madame Ndiaye, bonjour. Comment ça va? Vous pouvez m'appeler Ça va Khadi, très ça ne bien. me dérange pas. D'accord, Alhamdulillah. Bon, merci. très bien. Khadim, du point de vue de l'autorité contractante, quels sont aujourd'hui les principaux défis rencontrés lorsqu'il s'agit d'associer davantage le secteur privé local au projet PPP? Donc, je pense notamment donc, aux offres d'initiatives privées, mais également la préparation des projets, la mobilisation des financements, la gestion des risques. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire les défis, mais également les contraintes qui sont rencontrées, si elles sont davantage réglementaires, techniques, financières? Voilà. On vous laisse la parole pour que vous puissiez nous édifier sur cette question. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier toute l'équipe de Zaman Capital pour cette belle initiative privée avec ces webinaires qui constituent quand même de réelles opportunités de partage de connaissances et d'expériences.
J'en profite aussi pour saluer Rama, que je retrouve pour des retrouvailles. Effectivement, comme elle l'a rappelé, nous avons beaucoup travaillé depuis le début dans le cadre de la mise en place de la loi PPP, mais aussi des premières actions entreprises par l'UNAP, surtout pour accompagner les autorités contractantes. Je salue les différents participants qui nous font l'honneur et le plaisir de nous suivre et de nous écouter. D'abord, un mot sur le CETUD où je suis. C'est un établissement public, donc investi des missions d'autorité organisatrice des transports urbains dans les régions de Dakar et de Thiès. Donc, à ce titre, il est maître d'ouvrage public et autorité contractante. Pour en revenir à votre question, je dirais... Alors, Khadim, je vais vous demander, s'il vous plaît, hein, excusez-moi, si vous pouvez mettre votre caméra, si ça ne vous dérange pas, comme ça, on se fera un plaisir de... Ça ne me dérange pas. J'ai vu que la photo était affichée, je pensais que c'était suffisant. Non, non, alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer, il me semble. D'accord. Donc, on veut bien vous voir, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Non, non, pas de souci. Est-ce que vous me voyez? Pas pour le moment, mais c'est pas... C'est bon, c'est parfait. Okay. Merci, Khadim. Donc, ce que je disais, peut-être avant de répondre à la question principale, donc c'est de saluer la loi PPP, hein, parce que qui a permis quand même d'harmoniser et de clarifier le cadre juridique pour tout ce qui est initiative privée, et aussi la mise en place de l'UNAPPP qui a permis d'accompagner les autorités contractantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un point opportunité, c'est dans le secteur de la mobilité urbaine, où quand même il y a un potentiel très important en termes de projets PPP. Ça reste peut-être encore inconnu pour le grand public et c'est peut-être à nous, en particulier aux études, d'y travailler. Pour les défis, ils sont nombreux, évidemment. Je pourrais même dire indépendamment de la loi PPP, mais en particulier pour ce qui concerne les PPP, les défis sont quand même assez nombreux, surtout du point de vue des autorités contractantes. En premier lieu, je citerai la structuration des projets, parce que souvent, c'est un défi de passer d'une idée à un projet, mais ensuite, pour passer d'un projet à un projet PPP, donc ce n'est pas évident. On peut penser de manière intuitive ou naïve que c'est simple, mais tel n'est pas toujours le cas. Il faut bien structurer les projets en PPP parce que ça conditionne après la réussite. Donc ça, c'est un premier point. Quand on a un projet, bien identifier son potentiel PPP et bien le structurer. Il y a les défis liés à l'évaluation préalable des projets. Parce que même l'autorité contractante doit disposer de ressources propres ou de moyens financiers assez importants pour mobiliser une expertise pour challenger les offres qui sont portées parfois par des groupes ou des groupements internationaux. Donc, cela exige quand même une certaine expertise pour bien évaluer le projet et apprécier sa compétitivité économique. Il y a aussi des conflits qui naissent parfois de compétences entre autorités contractantes. C'est des conflits parfois réels, parfois supposés, parce que nous, on a eu cette expérience aussi, notamment avec une collectivité territoriale, donc, qui s'est déclarée compétente pour un projet comme privé. Il y a ce point sur les frais que le privé engage en amont qui peuvent constituer un point de friction ou un frein à porter des projets d'initiative privée. Un point souligné tout à l'heure aussi et que je partage avec Rama, c'est la timidité du privé local en ce qui concerne les projets de mobilité urbaine, donc qui a parfois même ça amène à des désistements. Nous avons aussi eu cet exemple. Un dernier ou avant-dernier point que je citerai, c'est ce qui nous semble être une coexistence de deux régimes. Parce qu'il y a les offres d'initiative privée régies par la loi PPP et les offres spontanées qui
existe toujours dans le Code des marchés publics de 2022, ce qui peut créer une certaine confusion, soit chez l'autorité contractante, soit chez les privés, sur le bon régime et la bonne porte d'entrée. Quand on regarde la loi en détail, il y a une distinction nette, c'est peut-être en termes de communication, comment mieux informer les autorités contractantes et les privés sur le choix du bon régime. Un dernier point, c'est lié aussi parfois à la longueur des cycles, parce qu'il y a certains projets qui demandent l'intervention de plusieurs acteurs et plusieurs étapes. Parfois, au moment où on l'initie, où on demande l'inscription à l'INAPPP et au moment où on contractualise, c'est assez long. Ça consomme beaucoup de temps. Voilà donc, entre autres défis que je souhaitais partager, ils sont assez nombreux, mais je ne voudrais pas abuser du temps qui m'est imparti. Merci. Je vous rends la parole, Khadi. Merci beaucoup, Khadi. Je pense que c'était une intervention très importante et très intéressante qui a permis de mettre en lumière la complexité de l'exercice, attirer davantage le secteur privé local, informer davantage le secteur privé local tout en garantissant la qualité, la soutenabilité et la bonne exécution des projets. Je retiens une proposition que vous avez fait sans la faire, mais ce serait donc de mieux informer le secteur privé, notamment sur les offres spontanées. Donc, je pense que l'UNAP est interpellée. Pourquoi pas organiser un atelier, si ce n'est déjà fait, à l'endroit des autorités contractantes, justement, pour peut-être plus les informer sur les procédures de passation. Alors, on a entendu le point de vue de l'administration, on a entendu le point de vue donc, de l'unité nationale PPP. Il est maintenant temps d'écouter ceux qui, au quotidien, identifient les opportunités, mobilisent les financements et prennent les risques. Je me tourne donc vers M. Taslim Ngom. Merci encore, Khadim, et on aura l'occasion donc d'échanger encore tout à l'heure. Monsieur Ngom, vous êtes là? Présent. Bonjour Khadi. Bonjour Taslim, ça va? Ça va très bien. Super, ça fait plaisir de te revoir ici. Ouais. Alors, en tant qu'acteur du secteur privé, on a beaucoup parlé de tout à l'heure donc justement du secteur privé et de ceux qui ont la chance d'être impliqués dans la structuration et le développement de projets. Quels sont, de votre point de vue secteur privé, les principaux défis, ou j'ai même envie de dire les obstacles également, qui limitent la participation des entreprises locales au PPP? Est-ce que les difficultés se situent principalement au niveau du financement des capacités techniques, de l'accès à l'information, comme on l'a vu tout à l'heure, de la préparation des projets ou plutôt de la prise des risques? On aimerait bien entendre votre témoignage. Merci Khadi. Et je Merci vais demander aussi la caméra. Merci. Elle est allumée? Parfait. Merci beaucoup. Alors, je te remercie pour la question. Je remercie Zaman et Lamine pour l'invitation. Je salue Rama et toute l'équipe de l'UNAPP, avec qui, comme elle a mentionné, on a eu à travailler pas mal pendant les dernières années. Et à Monsieur Cissé aussi, mon co-panéliste, qui a mis sur la table beaucoup de points que je répéterai, que je suis ravi de rencontrer ici, et à tous les participants au panel. Je vous dis bonjour et je vous remercie pour votre présence. Juste un point de précision, c'est Ihsan. Donc, tu me fais... tu me fais me rendre compte qu'il faut que je travaille sur le branding, mais c'est Ihsan, le nom de la société. Alors, je vais essayer de structurer ma réponse parce que je suis un gars des structures. Je pense qu'il y a trois aspects que le secteur privé, qui a toute la volonté du monde de participer au développement du pays, de nos pays, de notre région, et qui est, même si j'entends qu'on est timide, qui n'est pas si timide que ça pour certains d'entre nous, qui essayons. Je taquinais tout à l'heure Rama au début du webinaire en lui disant, ça me rappelle un peu mes expériences de mes offres PPP. J'attends.
Donc, il y a un problème je dirais, de visibilité, de lisibilité et de protection. Quand je dis visibilité, c'est-à-dire quel est le champ de possible. Ben, nous, en tant qu'acteurs privés, nous étudions un peu les programmes de développement des pays dans lesquels nous intervenons et nous essayons de voir là où nos compétences sont les plus pertinentes pour pouvoir contribuer à la réalisation de ces visions. Et donc, du coup, on peut, lorsque cette vision est déclinée par projet, nous inscrire dans ces projets, ou si elle est déclinée par ambition, réaliser des opportunités de créer de la valeur via des projets qui ne sont peut-être pas déjà structurés. Et du coup, on porte ces projets et on vient on vient les promouvoir. Euh, Par contre, pour pouvoir inscrire ça dans un champ global, il faut qu'on ait une visibilité de c'est quoi ce champ global. J'entends Rama quand elle dit qu'il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été créés, mais je pense qu'il faut une fréquence et une cadence qui soit fixée, qui dit qu'au minimum, à chaque trimestre, il y a une rencontre qui se passe entre l'UNAPP, qui a cette prérogative de promouvoir un peu le portefeuille de projets PPP, et le secteur privé, qui est très pratique, pragmatique, qui n'est pas dans les grandes messes, voilà, des séminaires qui sont un peu aériens, mais qui rentrent dans le détail. Voici tous les projets, voici les conditions, etc. Parce que là, au moins, on a quelque chose d'objectif sur lequel on peut s'inscrire. Deuxièmement, quand je dis lisibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans ça, on dit qu'on va faire un PPP. C'est quoi le chemin? La loi, elle est bien, elle cadre, mais deux choses se passent. On a des parties prenantes qui sont au nombre de 4, moi, si je simplifie la chose. Ben, il y a nous, le secteur privé, qui initions les propositions. Il y a l'autorité contractante qui est très importante parce que c'est la partie prenante clé qui fait le top départ du processus et qui, à la fin, est à la dernière étape. Et il y a l'UNAP qui, malgré toutes les compétences qu'elle a, n'a qu'un rôle consultatif, si vous voulez. Et donc, du coup, je pense que ça a été un peu évoqué par M. Cissé. Bah, la contrainte principale du process, j'ai oublié de mentionner, bien entendu, les organes de contrôle que sont la DCMP en amont et l'ARCOP en aval, mais la contrainte principale du processus en termes d'efficience et d'efficacité et de visibilité, bah, c'est l'autorité contractante. On parle d'harmoniser, la loi est harmonisée, mais en tout cas de mon expérience à moi, chaque autorité contractante va venir et dire, moi j'ai mon processus à moi. Donc, nous, on peut se retrouver à faire un OIPR qu'on dépose au niveau de l'autorité contractante dans le but de suivre le processus qui est défini par la loi, mais l'autorité contractante, déjà, ne revient pas dans les délais qui sont satisfaisants. La loi dit qu'ils doivent revenir sous 30 jours, mais très souvent, ça va au-delà de ça. Et ce qu'on peut faire, nous, juste, c'est de dire bah, comment on peut vous appuyer pour que vous puissiez avancer dans le processus, quitte à nous-mêmes nous substituer dans l'élaboration de certains documents clés, fiches de projet, etc. Donc, on a un dialogue très fluide et très structuré avec l'UNAP. Avec l'autorité contractante, on peut se retrouver face à des situations où elles disent que, bah, certes, il y a le processus de la loi, mais nous, on a nos propres processus internes. Si ce n'est pas harmonisé au niveau de toutes les autorités contractantes, bah, nous, on se retrouve dans la situation où on mobilise des ressources et on mobilise des partenaires, mais le projet n'avance pas. On ne comprend pas, on ne sait pas c'est quoi, il n'y a pas de retour. Donc, il n'y a pas de cadre réglementé, il n'y a pas de processus qui soit clair, harmonisé et applicable à toutes les autorités contractantes pour permettre au secteur privé d'avoir une lisibilité sur le processus. Et ça, c'est très décourageant. D'autant plus qu'il y a cette voie alternative, comme M. Cissé l'a mentionné, qui est, on peut rentrer dans un processus et du jour au lendemain, on se rend compte que bon, un projet a été signé par ailleurs sous un autre régime, celui de l'entente directe. Donc, est-ce qu'il y a au niveau de l'État, globalement, un process pour dire voici les projets qui sont identifiés, voici ceux qui sont PPPables, et du coup, on doit forcément passer par un process qui est connu de tous. Et là, ça permettrait d'avoir un peu plus de lisibilité. Et le dernier, dans cette perspective, moi, je prône qu'on donne plus de prérogatives à l'UNAP. Parce que M. Cissé l'a mentionné, peut-être des fois, on peut avoir soit une contrainte de disponibilité de temps au niveau des autorités contractantes ou d'expertise dans le sujet que nous tentons de PPPiser.
Mais l'UNAP, pour le coup, est très bien outillée et a des ressources, notamment humaines, qui sont, pour le moins, assez bien équipées pour pouvoir apprécier les projets. D'ailleurs, c'est pour ça que leur avis est demandé. Pourquoi on ne donnerait pas à l'UNAP une prérogative beaucoup plus large et potentiellement décisionnelle qui permette d'avoir un point de contact qui soit harmonisé au niveau des processus, du processus PPP. Donc ça, c'est quelque chose que je mets sur la table. Le dernier volet, c'est un volet que j'appelle protection. Et pourquoi je dis protection? J'ai touché déjà un peu dessus. Le secteur privé va prendre du temps, va mobiliser des ressources, va faire une proposition. Deux scénarios. Elle n'a pas de suite, sans pour autant avoir connu le process, sans pour autant avoir suivi le processus. Moi, j'ai des exemples ou j'ai des projets que nous avons proposés qui sont dans le pipe quelque part depuis plusieurs années. On sait pas, on n'a pas de retour exact pour savoir où on en est. Soit soit on entend que, pareil, enfin, soit on avance sur le processus, on arrive à la fin, et on nous dit maintenant il faut qu'on fasse un appel à compétition. Je peux me retrouver dans une situation où il y a un projet qui est, auquel on apporte une solution tout à fait innovante, et on est jugé compétent et capable de réaliser ce projet. Aussi bien l'autorité contractante que l'UNAP a déterminé que les conditions de notre offre sont raisonnables par rapport à ce que l'État recherche. Ben, pourquoi aller rentrer dans un autre processus encore pour rentrer dans des compétitions, etc., qui rallongent le délai jusqu'à la création de valeur qui est dans le projet, enfin, dans le projet et l'ambition. Je ne comprends pas trop, je trouve que c'est assez inefficient. Donc là, on se retrouve dans une situation où un porteur de projet vient avec sa propriété intellectuelle, avec son argent qu'il aura investi, et à la fin de la journée, il se retrouve, on va dire, quelque part lésé, même malgré les conditions que Rama a pu noter tout à l'heure, de remboursement de frais d'études, etc., qui ouvrent tout un débat hein, par rapport à quel est l'argent que j'ai investi, quelle est la valeur ajoutée réelle de mon innovation, etc. Donc ça, je trouve que c'est dommage que la fin d'un processus où toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse passer à l'exécution, on vienne rajouter un autre process dessus qui rallonge les délais et éventuellement amène un peu plus de confusion. Donc, c'est à peu près les difficultés auxquelles on a eu à faire face. Rama a mentionné tout à l'heure tout ce qui était disposition qui était mise en place pour accompagner le secteur local, privé local, mais il me semble que beaucoup de ces choses sont des appuis en aval, alors que les projets, c'est en amont où il faut vraiment travailler ensemble. Donc, aussi bien pour donner de la capacité, mais surtout de la lisibilité quant à comment est-ce on les fait avancer. Donc, toutes ces difficultés sont d'ordre processuel, si tu veux, c'est du process. Je ne rentre pas dans le deuxième niveau de détail qui est un peu plus complexe, qui est comment est-ce qu'on rend un projet PPP bancable. Parce que nous, on doit aller chercher les fonds, on doit aller chercher les bailleurs aussi bien en fonds propres qu'en dette. Et la bancabilité d'un projet dépend beaucoup de ce à quoi on s'attend en face en termes de cash flow, que ce soit paiement public ou paiement usager, et de garantie et confort et facilitation que le secteur public peut apporter au secteur privé dans le cadre de la réalisation de ces projets. Donc ça, je ne rentre pas parce que c'est assez complexe et on peut passer beaucoup de temps dessus. Mais si jamais on arrive à avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de lisibilité sur le processus en l'harmonisant. Et je pense que ça permettrait à beaucoup plus d'acteurs, et il y en a beaucoup qui sont compétents et qui ont l'ambition de participer à la réalisation de ce portefeuille de projets PPP, bon, et dans une plus grande mesure dans la réalisation des plans de développement de nos pays. Super. Merci beaucoup, Taslim. Bon, je retiens qu'on va espérer, parce que vous êtes un exemple, il faut le dire, vous êtes quand même un champion dans la sous-région, donc on va espérer que justement vous puissiez nous aider à rendre le secteur privé moins timide, comme Ramatoulaye l'indiquait. Moi, je retiens vraiment des mots très, très visibilité, lisibilité, protection, fréquence, cadence.
Donc, je pense que vraiment, votre témoignage nous a offert un éclairage précieux sur les réalités terrain auxquelles sont confrontés les acteurs privés lorsqu'ils souhaitent passer donc, du rôle de prestataire à celui de développeur, d'investisseur ou encore d'opérateur de projet. Et ce qui ressort donc globalement de nos échanges jusqu'à présent, c'est que la question de la participation du secteur privé local ne relève pas d'un seul acteur. Donc, vous l'avez très clairement indiqué. Il faut une action concertée. Je pense que chacun d'entre vous l'a dit. Action concertée des pouvoirs publics, des institutions de financement, des entreprises elles-mêmes. Et je pense que pour cela, il faut qu'il y ait, comme vous l'avez indiqué, une harmonisation. Et je vais utiliser encore deux de vos termes, qu'on soit pratique et pragmatique. Donc, vraiment, merci pour ce précieux témoignage et ce précieux éclairage. Comme je vous l'avais annoncé au départ, on a vraiment des panélistes donc, de haut vol, des experts de haut vol. Moi, j'aimerais à présent qu'on prenne un peu de hauteur. On va rapidement, pour pouvoir permettre aux autres participants de poser des questions. Moi, j'aimerais qu'au regard de vos expériences respectives, que vous puissiez nous donner 2 priorités d'action pour permettre au secteur privé local de jouer pleinement son rôle et que ces priorités d'action-là débouchent donc sur 2 recommandations. Je vais commencer par honneur aux dames, Ramatoulaye. Est-ce que vous pouvez nous donner vos recommandations et vos priorités d'action? Oui, bien sûr, Hadi, merci beaucoup. Alors, concernant les recommandations, je pense que je vais peut-être pas m'arrêter à 2 recommandations, mais je vais en formuler d'autres. Parce que je pense qu'il y a lieu, oui, il y a lieu de soulever des recommandations qui sont essentielles, Je notamment vous le donne 2 financement. minutes. Oh, je vais essayer de faire rapide. D'accord, Alors, je allez-y. disais en fait que je pense qu'on parle le même langage. Il faudrait qu'on soit aligné et qu'on soit outillé davantage au regard de ce que j'ai entendu dire M. Ngom et même M. Cissé. Donc, aujourd'hui, on note vraiment de notre côté qu'il faut renforcer les capacités des acteurs, notamment ça commence par les autorités contractantes, afin qu'elles soient mieux outillées. Et là, on est dans une logique de les renforcer parce qu'il y a des formations qui sont en cours, qui ont commencé depuis fort longtemps et qui continuent de se faire. Il y a également le fait qu'il faut que les banques locales aujourd'hui puissent accompagner le secteur privé local. Donc, je ne maîtrise pas tellement les termes financiers, mais ça peut commencer déjà par le fait de baisser leur taux de prêt et leur permettre de pouvoir aller emprunter et de se positionner sur les projets en groupement ou en consortium. C'est important parce qu'ils peuvent avoir des compétences différentes, mais s'ils se regroupent en consortium, ils peuvent même remplir les 33% de l'actionnariat de la société. Donc, au-delà de ça, il faut aussi, c'est très important et c'est un point essentiel, que le secteur privé comme les autorités contractantes puissent se faire accompagner de cabinets, conseillers juridiques, financiers, mais aussi techniques dans la préparation des projets parce que c'est le gros lot des projets de partenariat public-privé. Donc, je crois avoir synthétisé l'ensemble des recommandations que j'ai sur la question. Merci, Khalid. Merci beaucoup, Ramatoulaye. On va donner la parole à Khadim. Merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs recommandations qu'on pourrait faire. Je vais essayer d'aller vite. C'est d'abord pour les autorités contractantes, comment les aider en finançant la préparation des projets. Il y a le fonds d'appui au PPP qui existe certes, mais peut-être mieux le doter et aussi améliorer l'accès à ce fonds. Parce que parfois, quand même, c'est des ressources qui sont importantes pour faire les évaluations préalables. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'expertise à mobiliser pour challenger les autres. Un point aussi, je pense, qui est revenu dans l'intervention de M. Ngom, c'est le privé. Parfois, il engage des frais en amont. Si, à la fin du processus ou avant, il y a une mise en concurrence, peut-être expliciter le mécanisme qui permettrait de rembourser ou de compenser ce privé sur les investissements engagés en amont. Ça améliorerait, je pense, l'engagement du secteur privé. Parce que bon, il faut quand même qu'il prenne des risques, certes, mais qu'on puisse quand même le protéger davantage. Côté autorité contractante aussi, régler les périmètres de compétences en amont
je ne sais pas si c'est à l'initiative de l'UNAP ou des autres, c'est avant de lancer ces projets, peut-être les clarifier en amont. Ça permettrait de donner une meilleure visibilité pour le privé. Il saura avec qui il s'engage. C'est important. Peut-être organiser aussi des formations conjointes entre les autorités contractantes et le privé local. Ce ne serait pas des ateliers ou des réunions aériennes comme l'a semblé suggérer tout à l'heure M. Ngom, mais aller vraiment sur des thèmes pratiques comme montage de projets, évaluation, partage des risques, etc. Voilà, sur vraiment des thèmes concrets et pratiques, ce serait bien. Et faciliter, si c'est possible, le financement, en tout cas l'accès au financement local. Ramatou a parlé des banques qui devraient être mobilisées pour accompagner. Et peut-être aussi l'État, qu'est-ce que l'État pourrait faire vis-à-vis de ces banques pour les inciter à mieux accompagner le privé. Donc, donner aussi une meilleure visibilité au projet PPP. Peut-être qu'il y a le pipeline qui est sur le site de l'INAPPP, mais aussi côté autorité contractante, ça revient sur ce que je disais, à la structuration des projets. Bien les structurer en amont, côté autorité contractante avant de les lancer, ou bien au moins donner cette visibilité, cette cartographie au privé qui lui permettrait de savoir les projets qui existent et les périmètres de manière précise. Voilà ce que je souhaitais partager comme recommandation. Merci. Merci, merci beaucoup, Khadim. Les recommandations se rejoignent. Taslim, vous avez la parole. Merci, Hadi. Donc, je rebondirai sur ce que M. Cissé a dit. En termes de processus, moi, je pense qu'il faut le revoir parce que l'UNAP est censée être l'entité de l'État qui porte les PPP, mais elle a un rôle très limité, consultatif, qui ne vient qu'après que l'autorité contractante ait fait le travail qu'il est censé faire. Donc, pour moi, comme M. Cissé l'a dit au début, lorsque les plans de développement sont faits, les portefeuilles de projets prioritaires sont définis, et que les projets PPPables sont identifiés et qu'une autorité contractante responsable est identifiée, avoir un processus qui est clair où l'UNAP est impliquée de A jusqu'à Z auprès de l'autorité contractante pour recevoir les OIPR, les traiter, les faire avancer avec des données qui sont opposables. Si on a un processus clair, donc la première partie, ce que j'ai identifié, c'est de la visibilité. La deuxième partie, c'est la lisibilité. Ça, on le clarifie. Mais l'UNAP ne peut pas être l'entité qui travaille avec nous, avec lequel on a plus de facilité et de fluidité, et n'avoir qu'un avis consultatif dans le processus de faire arriver un projet PPP de A à Z. Donc ça, il faut le changer. Il faut les intégrer et il faut clarifier le processus. Et le deuxième que je dirais, c'est justement avoir ces points de institutionnaliser ce dialogue à travers l'UNAP avec des points qui sont réguliers, au moins une fois par trimestre, où on fait une revue des projets avec le secteur privé pour voir ce qui est disponible, quels sont les projets, les propositions qui ont déjà été faites, où est-ce qu'elles en sont dans le pipe et comment est-ce qu'on les fait avancer. C'est comme ça qu'on est pratique et pragmatique et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Juste le dernier point par rapport au financement et à l'accompagnement des bailleurs locaux. Les banques viennent en dette, alors que la dette n'est que la deuxième partie en termes de temporalité et en termes de seniorité, enfin de temporalité, on va dire, dans la mobilisation des ressources. Les premières ressources à mobiliser, c'est des ressources en fonds propres ou en equity. Et c'est là où peut-être il faut travailler un peu plus avec les mécanismes existants de l'État, fonds 6, fonds GIP, IPRES, CDC, en tout cas les entités publiques qui détiennent des fonds qui sont patients et longs pour justement contribuer auprès des développeurs, des porteurs de projets, à constituer l'equity qui est nécessaire au début, le fonds d'appui qui a été mentionné tout à l'heure, pour appuyer les projets en amont, pour constituer l'equity qui leur permettra éventuellement d'aller chercher cette deuxième partie de financement qui est de la dette. Donc vraiment, encore une fois, visibilité, lisibilité et puis protection un peu et promotion du secteur local. C'est parfait. Merci beaucoup, Taslim. Je retiens, on va dire, environ 6 grandes recommandations à Khadim et à Taslim. Alors, je vois donc renforcement des capacités des acteurs,
tous les acteurs impliqués, facilitation de l'accès au financement avec un accent mis sur la multiplicité de sources de financement, accompagnement d'experts, accompagnement des acteurs par des experts du domaine, et particulièrement accompagnement des autorités contractantes par les experts, et clarification des rôles des acteurs, mécanismes d'incitation du secteur privé et révision des processus avec une meilleure implication des unités nationales. J'ai envie de vous demander, pas à Ramatoula, parce que évidemment je sais qu'elle l'a, mais j'ai bien envie de vous demander si Khadim et Taslim, vous avez la réglementation communautaire à votre niveau. Est-ce que vous l'avez? En termes de la connaissance de cette réglementation, tu veux dire? La connaissance, oui, est-ce que vous en avez, vous avez lu cette... Est-ce que vous en avez connaissance déjà de son existence, mais surtout, est-ce que vous avez regardé un peu le contenu? Pour ma part, non. Encore une fois, je suis très pratique, pragmatique. Il y a quelque chose où on peut créer de la valeur. On va avec les acteurs qui sont l'UNAP et puis on travaille ensemble. Mais effectivement, je ne suis pas au fait de... D'accord. Je demande ça pourquoi? Parce que la vocation d'une directive, c'est d'être transposée au niveau de la réglementation nationale. Il faut savoir que la directive a été prise après la loi de 2021 et que dans la directive, le rôle que vous attribuez justement à l'unité PPP, c'est exactement ce rôle-là qu'on a souhaité attribuer à l'unité PPP, c'est-à-dire que cette structure nationale, elle est là pour centraliser l'expertise, assister les autorités contractantes, valider même l'évaluation préalable des projets. Donc, elle n'a pas juste, en fait, vocation à être consultative. Et vous, en tant que privé, vous pouvez toujours saisir, justement, si vous avez connaissance de ce fait et que vous avez des difficultés dans la mise en œuvre, je me dis que vous pouvez toujours saisir, justement, les autorités pour que on puisse... accélérer, on va dire, la transposition des dispositions où vous estimez qu'il y a encore défaut. C'est vrai que vous pouvez dire que c'est mon travail, hein, mais je le fais aussi, mais bon, ça peut être toujours bien d'avoir un soutien justement des acteurs sur place ou même de décrire au niveau régional pour qu'on puisse voir comment essayer d'appuyer sur ce genre de problématiques ou de préoccupations que vous rencontrez. Khadim, vous avez la parole. Merci, Khadi. Après, moi, sur ce point particulier, je pense que le rôle de l'UNAP, en tout cas de ma compréhension, correspond à ce que prévoit la directive. Hein. En tout cas, de notre expérience propre au niveau du CETUD, l'UNAPP n'a pas été là que pour donner des avis. Avis consultatifs. Sur un certain nombre de projets, quand même, elle a appuyé depuis le départ, parfois même pour établir la fiche de projet. Ensuite, pendant l'évaluation préalable, et après, bon, quand on engage la procédure proprement dite, il y a un moment où elle doit donner un avis, mais ce rôle quand même d'appui, comme son nom l'indique d'ailleurs, l'unité nationale d'appui au PPP, parce qu'elle joue plus ou moins aussi ce rôle. La question qui se pose, c'est plutôt les moyens humains et financiers qui peuvent se poser. Parce que bon, avoir une unité nationale pour tout le Sénégal avec tout le potentiel PPP, ce n'est guère évident. Peut-être comment renforcer ces moyens pour mieux vulgariser en tout cas les PPP, essayer d'impulser en tout cas de mettre les autorités contractantes sur une rampe afin qu'elles puissent après continuer à dérouler sur le long terme, je prévois plutôt le rôle de l'UNAPP, bon, recentrer un petit peu, mais on est sur une loi qui n'est pas encore ancienne. Il faut quand même bien la vulgariser, il faut bien implémenter tout ça chez les autorités contractantes. Pour répondre par rapport à la directive, honnêtement, non. En tout cas, en tant qu'établissement public, on se dit que la directive doit être transposée. La loi l'a fait, elle le fera. Donc, voilà, on s'en imprégnera, mais on pourra surtout la mettre en pratique si elle est transposée. De toute façon, au niveau du Sénégal, la loi est quasi conforme aux dispositions de la directive parce qu'elle a été prise avant. Mais étant donné que le Sénégal a beaucoup travaillé et contribué justement à la rédaction de cette directive, notamment M. Lo,
ça fait qu'on est plutôt aligné. Mais moi, je rebondissais plutôt sur, effectivement, le commentaire. Donc, je veux dire, sur le papier, oui. Mais le commentaire du privé, c'est que il a l'impression, à moi, ce que j'ai mal compris, que l'unité, en fait, ne sert qu'à avoir un avis consultatif. À moi, ce que j'ai mal compris, Taslim. Je crois Alors oui, avoir... je ne le réduis pas à ça, hein. Comme je disais, D'accord. OK. on a beaucoup travaillé avec eux, mais j'aurais aimé qu'ils aient un pouvoir décisionnel parce D'accord. que par défaut, on envoie à l'autorité contractante. Si elle ne répond pas, sous 30 jours, on doit renvoyer et empiler et mettre en empilation l'UNAP. Mais à la fin de la journée, pour passer de step 1 à step 2, l'UNAP n'a aucun pouvoir sur ça. L'UNAP arrive, si je ne me trompe pas, à step 3 ou 4 pour juste un avis. Un avis. Est-ce que l'offre... et d'ailleurs, ça me fait penser à la chose qui est de dire qu'il y a une redondance. Parce que l'analyse préalable est faite non seulement par le secteur privé, parce que ça fait partie de l'OIPR, l'autorité contractante le fait, l'UNAP le refait après. Donc, il y a une sorte de redondance de cette étude de l'opportunité ou bien de la proposition qui, pour moi, gagnerait à être optimisée. Et je me dis, si l'UNAP est impliquée, parce qu'au lieu que l'autorité contractante attend de recevoir, ensuite envoie, etc., si l'UNAP est en lockstep avec eux depuis le début et qu'ils permettent de rester dans des délais qui sont impartis et qui sont opposables, hein, au moins on aura un peu plus d'efficience dans comment est-ce qu'on avance sur le process et que nous, on ne se retrouve pas en limbo, on est en no man's land. On sait pas, on suit le processus de la loi et l'UNAP nous dit, bah, c'est bien, vous avez fait ce qu'il faut et tout, mais ce n'est pas à nous de décider le prochain step. Et nous, on attend. Et donc, l'autorité contractante, elle dit, moi, j'ai mes procédures internes. Tantôt, c'est oui, on va faire un comité, un sous-comité, un truc. Et pour chaque autorité contractante, c'est différent. Et tu peux te retrouver, comme M. Cissé l'a dit, sur un sujet avec deux autorités contractantes qui sont en train de promouvoir le même truc. Et donc, c'est très confusing OK. pour nous. Et on se retrouve, OK. alors que l'UNAP, on travaille avec eux de manière très rapprochée. On se comprend. C'est des gens qui comprennent le secteur privé, qui comprennent la structuration. Pour moi, cette compétence dont tu es en train de parler externe, ils l'ont en grande partie. Maintenant, il faut les doter plus, effectivement. Ça leur permettrait de Oui, prendre bien plus sûr. en charge. Franchement, Mais s'ils étaient plus impliqués et qu'ils avaient une sorte de prérogative un peu décisionnelle, je pense que ça serait plus efficace. OK. Ramatoulaye, une réaction? Oui, j'ai quelque chose à ajouter concernant son point parce que c'est vrai qu'on parle le même langage en partie concernant les avis consultatifs de l'UNAP aujourd'hui, qui aujourd'hui est un combat mené en interne pour pouvoir réiger les avis de l'UNAP à un autre niveau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UNAP donne des avis consultatifs, mais la décision revient à l'autorité contractante. Mais je me dois de clarifier le point sur le fait que ce ne sont pas les projets de l'UNAP aujourd'hui. Nous, on stabilise un portefeuille de projets pour les autorités contractantes, mais at the end of the day, ça reste leur projet. Donc, si aujourd'hui l'autorité décide de ne pas poursuivre ou de prendre certaines décisions liées à son projet, mais l'UNAP, qui est son conseiller et qui l'accompagne, peut l'avertir en lui disant, écoute, ça ne se passe pas comme ça, voici le process. Mais la décision lui revient, encore une fois. Mais c'est vrai que le point sur le fait que les avis de l'UNAP soient consultatifs est revenu à plusieurs reprises et nous sommes en train de travailler d'ailleurs en interne afin que ces avis aient plus de pouvoir. Parce que si aujourd'hui nous-mêmes on émet des recommandations sur un projet et qu'on avertit l'autorité de ne pas aller sur ce chemin et qu'elle le fait quand même, c'est à ses risques et périls. Mais nos avis servent quand même à l'avertir, à suivre un processus clair et déterminé. D'accord, merci Ramatoulaye. En fait, je pense que les échanges sont très passionnants. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. En tout cas, merci pour ces éclairages. Merci à chacun de vous trois pour ces recommandations très concrètes et pertinentes qui ont été relevées. Nos échanges ont montré vraiment que le défi n'est pas uniquement juridique, il est également financier, institutionnel, technique et même parfois culturel, on l'a vu. Les opportunités existent, les ambitions sont clairement affichées, les cadres réglementaires évoluent également, mais pour permettre au secteur privé donc, de devenir vraiment pleinement, de jouer pleinement, je vais dire, sa partition, son rôle, il va falloir
faire des efforts qui restent nécessaires, hein, notamment donc en matière de préparation de projet, de renforcement de capacités, de partage de risques. Vraiment, je pense qu'on a pu relever pas mal d'éléments. Donc, la question maintenant n'est plus de savoir si le secteur privé doit participer au PPP, c'est vraiment de savoir comment lui permettre de mieux y participer davantage et plus tôt, et donc de le rendre moins timide. Je vous propose d'élargir la discussion, de donner la parole à notre audience, aux autres participants. Abdoulaye, je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer les questions qui vont être posées. Je vais demander aux participants donc, qui souhaitent intervenir de lever la main. On va prendre, on va dire, allez, 3 questions déjà à nos panélistes qu'on remercie encore et qu'on félicite pour leurs brillantes interventions. Est-ce qu'il y a une question? Pour l'instant, là, je ne vois personne. Des questions? Non, mais c'était tellement clair qu'il n'y a aucune question. Ah. Bon, mais quand même, Lamine. Ah, fais-nous honneur, Lamine. On t'écoute. Lamine, ton micro est fermé, hein, donc on ne t'entend pas. Ok, Voilà, ça y bonjour est. à tous. D'accord. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce webinaire qui est très intéressant parce que ça nous a permis aujourd'hui de comprendre pas mal de choses, à savoir sur les PPP, aujourd'hui sur les financements, sur le partenariat public-privé et sur pas mal de choses concernant les projets. C'est vrai que nous, les profanes, j'allais dire, mais on voit pas mal de projets qui émergent et qui sont mis en place, qui ont leur importance, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est fait derrière pour aujourd'hui permettre de mettre en place toutes ces choses-là. Donc, moi, j'avais une question, puisque je travaille dans le milieu bancaire, les banques locales, parce qu'il y a eu une recommandation qui disait qu'il faudrait que les banques locales accompagnent un peu plus les entreprises, en tout cas privées sur les projets. Mais je pense qu'en fait, connaissant le sujet, c'est une chose qui doit démarrer au niveau supérieur. Je pense que c'est l'État qui doit aujourd'hui mettre en place des mécanismes qui permettront aujourd'hui aux banques, compte tenu de leurs contraintes réglementaires qui est là, et le risque également qui est derrière chaque type de financement, de mettre en place des systèmes, je ne sais pas, de garantie autonome, quelque chose là, qui permettrait aux banques aujourd'hui d'avoir un appétit sur ce type de financement. Je pense que le plus gros du travail, c'est ça, parce que les banques aujourd'hui locales, ils demandent que des entreprises qui viennent aujourd'hui demander des crédits et des entreprises qui sont solvables en fait pour les accompagner. C'est ça leur rôle. Donc, je pense que, ma question serait de dire, est-ce qu'aujourd'hui, à travers tout ce qui a été dit, l'État, à travers ses conseillers, ont des projets en ce sens-là, ou bien ils ont pensé à mettre en place des dispositifs qui permettront aujourd'hui de couvrir un risque potentiel qu'une banque locale serait prête à prendre, en tout cas pour financer des entreprises, que ce soit sur le secteur privé, quelque chose comme ça. D'accord. Merci, Lamine. Donc, des mécanismes de financement au niveau même étatique. Est-ce que l'un de vous trois souhaite répondre à cette question? Aucun d'entre vous? Mais Ramatoulaye, je pense, normalement. Il y a des questions au niveau du chat. Juste un point sur ça. Alors, je les vois, hein, vous inquiétez pas, hein, je les vois, hein, Abdoulaye, je préfère qu'on élague la question du mécanisme de financement et je passerai à Essowam. Je vois. Taslim, vas-y. Je peux m'essayer rapidement. Hein. Comme je disais, l'argent, ce dont il a besoin, c'est de s'assurer qu'il va être remboursé. Et à défaut qu'il le soit, quelles sont les garanties qui sont en place qu'il peut aller chercher pour secourir.
Donc, je pense que, comme je disais, en amont et en aval, les banques en amont, ce n'est pas la peine de s'attendre à les avoir. On peut à minima, au maximum, avoir des intentions de participation dans le financement de projets si ces projets sont bien structurés et sont bancables. Et encore une fois, la bancabilité, c'est est-ce que les cash flows qui sont prévus, qu'ils viennent du secteur public, si c'est un PPP à paiement public, ou s'ils viennent des usagers, est-ce que les études de marché et les engagements de l'État supportent un remboursement de cette dette? Donc, en amont, à moins qu'ils aient des ressources qui soient dédiées à accompagner les projets en amont, c'est très peu probable qu'on puisse les impliquer au-delà de cet engagement à éventuellement accompagner le projet à terme. Par contre, comme je disais, il y a des fonds qui sont disponibles localement dans l'écosystème qui gagneraient à être mobilisés et à être mis à profit dans le développement de projets en amont. D'accord. Ramatoulaye, mais merci, hein, Taslim. Ramatoulaye, tu souhaites ajouter des éléments de réponse? Non? Effectivement, bon, moi, pour aller dans le sens aussi de Taslim, Oui, effectivement, il y a Khadi. des fonds qui existent. Je voulais savoir si tu avais des éléments additionnels sur les mécanismes de financement qui existent au niveau de l'État pour aider donc, les banques commerciales dans le refinancement. Oui. C'est sur ce point que je voulais rebondir justement en disant qu'il y a des mécanismes pour accompagner. Par exemple, les subventions, on l'a vu, je vais prendre peut-être l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le pont HKB, la subvention que l'État a apportée dans le projet, ou encore des apports en nature que l'État peut faire, par exemple des mises à disposition de terrain, des actifs qui sont existants, comme le cas de recyclage d'actifs qui est qui est très d'actualité aujourd'hui. Donc, tout ça, ça peut constituer des mécanismes de financement dans les projets de partenariat public-privé. D'accord, ok. Khadim, vous avez... mais merci, Ramatoulaye Khadim. Vous souhaitez rebondir sur cette question? Peut-être, je pense que c'est vous qui aviez parlé un peu des fonds GIB, fonds 6 tout à l'heure. Pas spécialement, je pense que Ah non, c'était d'accord. 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 Et Ok. j'avais quand même évoqué tout à l'heure la question des banques pour voir comment mieux accompagner le secteur privé local dans le financement des projets. Mais faut-il que ces projets aussi soient bancables? Je pense qu'il y a les business plans, Bien c'est sûr. un peu classique. C'est plus un dialogue entre les privés et les banques. Mais côté État aussi, c'est comment peut-être assurer un cadre qui soit sécurisé et plus incitatif pour les banques, pour les inciter davantage à mettre de l'argent, à faire plus confiance au privé. Sinon, il y a, si vous permettez, Khadi, Bien sûr, allez-y. je regarde dans le chat sur le rôle de l'UNAPP. Je pense que c'est un avis que je partage. Alors, on va rester d'abord juste sur cette question pour juste rajouter, avant que je vous redonne la parole sur ça, c'est que on a, pour répondre à Lamine, il y a quand même aussi il me semble qu'au niveau de la BCAO, il y a un dispositif de soutien au financement des PME-PMI qui permet aux banques commerciales de refinancer automatiquement donc, les créances qu'elles détiennent sur les PME qui sont éligibles. Peut-être que ça, c'est aussi une réponse. Et puis, bien sûr, il y a tous les fonds qui existent, donc fonds 6 ou fonds GIB pour la garantie. Ensuite, c'est peut-être d'indiquer... oui, je pense que c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous redonne maintenant la parole, Khadim, pour l'UNAP. Je pense qu'effectivement, il y a des questions et il y a des commentaires qui sont faits. Oui, il y a un commentaire sur le rôle de l'UNAP, parce qu'après moi, j'aime souvent revenir sur les définitions. Dans l'UNAP, il y a le A qui signifie appui. Après, à côté, il y a un régulateur, ARCOP et la DCMP qui fait le contrôle. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi la souveraineté, entre guillemets, des autorités contractantes qui peuvent venir suivre ou pas. C'est une souveraineté encadrée. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent.
à partir du moment où c'est d'initiative privée, il faut quand même qu'il y ait cette souplesse. Regarder quel rôle adéquat donner à l'UNAP d'appui, que ce soit à l'égard des autorités contractantes, mais aussi du privé. Il faut conseiller le privé, l'appuyer pour qu'il y ait préparation de projet. Sinon, un rôle plus prescriptif pourrait amener de la rigidité. Après, bon, il faut évaluer tout ça. Je pense qu'il faut évaluer, faire ce dialogue à travers peut-être des sessions autorités contractantes privées, des sessions plus concrètes sur des thèmes pour discuter et peut-être trouver des moyens d'améliorer. Notre commentaire, c'était sur des projets qui sont attribués à des privés à l'issue d'appels d'offres. Je pense que c'est plus des enjeux liés à l'exécution de projets PPP. Là aussi, je pense qu'il faut avoir de la souplesse aussi, pouvoir évaluer et réorienter s'il le faut, avoir des contrats quand même qu'il faut suivre et évaluer. Il y a un PPP avec une structuration au départ, un partage des risques. Si pendant l'exécution, il y a des difficultés, pouvoir quand même évaluer tout ça et trouver de manière intelligente un moyen de continuer le projet tant qu'il continue à répondre à un besoin public. Donc, c'est effectivement un challenge parce que c'est offre d'initiative privée, c'est beaucoup de challenges, mais une fois que le contrat est signé, pendant l'exécution, comment aussi pérenniser, avoir des retours d'expérience qui soient satisfaisants. Merci. Vous avez parfaitement Khadi, je peux dire juste oui. deux mots sur ça. Vas-y. Moi, encore une fois, je plaide pour que l'UNAP devienne l'unité nationale de coordination des projets PPP, pas juste appui. Qu'il soit en amont, lorsque les plans de développement et les programmes quinquennaux sont développés, le programme, le portefeuille ou les programmes de projets prioritaires sont identifiés, que l'UNAP ou l'UNCPPP soit là et que de concert avec les autorités, qu'ils définissent la partie de ces projets qui sont PPPables, qu'ils définissent c'est qui l'autorité contractante qui est responsable de ça, et que l'UNAP travaille avec l'autorité contractante de A jusqu'à B. Parce qu'à défaut de ça, et je suis conscient du fait qu'il y a beaucoup d'autorités contractantes. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Cissé, vous êtes une entité spécifique, spécialisée sur la mobilité. Une collectivité locale vient et dit que moi, je suis compétent pour ça. Moi, je me suis retrouvé avec deux ministères. Un qui est je ne vais pas les nommer, mais deux ministères qui se sont mis à compétir sur une prérogative. Si en amont, ce n'est pas défini, quel est le portefeuille de projet, quelle est l'autorité contractante et quel est le processus clair auquel tout le monde est soumis, on aura toujours, parce que vous devez certes garder votre prérogative, l'autorité contractante, elle est sienne, mais s'il n'y a pas un accompagnement et un processus clair, moi, je n'ai pas d'incentive. Je vais privilégier la voie de venir vous voir directement et de dire, allons sur l'alternative qui est celle de dire qu'on va sur une entente directe. Et comme quelqu'un l'a noté dans le chat, après, ça crée des distorsions, ça crée des biais, ça crée des zones d'ombre et ça crée ça ne vient pas répondre à certaines ambitions comme celle de porter celle de la participation du secteur privé local sur plus de projets. Il faut qu'il y ait une entité qui soit de bout en bout impliquée dans les choses, en laissant aux autorités contractantes leur souveraineté, mais qui puisse nous clarifier et qui soit une voie qui soit harmonisée et cohérente pour que le secteur privé puisse engager avec le secteur public pour faire avancer les sujets. Ok, super. Merci, merci Taslim. Je demande quand même du côté de Zaman, on a encore combien de temps, s'il vous plaît? Parce qu'on a légèrement débordé. Je sais que c'est tellement passionnant et que on pourrait parler encore comme ça jusqu'à 17 h. Ouais, Donc, la réunion Abdoulaye? était... Bon, c'est Djibril de l'équipe Zaman. Djibril. La réunion était initialement programmée pour finir à 14 h, mais C'est il ça. faut encore laisser le temps aux participants de poser leurs questions et éventuellement de répondre jusqu'à 15. Donc, disons une dizaine de minutes encore. Une dizaine de minutes encore. D'accord, très Ouais, bien. donc Merci. on prend 3 questions, donc une pour chaque intervenant. Je vais en prendre 2 pour l'instant. Je vais en prendre 2 encore. Hein. Ok, d'accord. On va donner la parole à
Amadou Fall. Amadou Il y a Bamba Amadou Fall. Fall, il y a Ouais, également ouais, Papa bon, Sambare Diouf. ouais, Pardon? bonjour, Bonjour, bonjour. Monsieur Fall. Allez-y. Voilà, je vous remercie. Je remercie les panélistes de leur brillante présentation. Donc, j'avoue que c'est très clair. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, pratiquement, je voulais tout simplement une précision. Donc, cette question, je l'adresse à Ramatoulaye. Donc, elle a listé tout à l'heure donc les opportunités qu'on a données au secteur privé. Donc, à savoir les 30% réservés aux sociétés de projet, à la création de sociétés de projet, les projets réservés, la sous-traitance. Bon, est-ce que vous avez fait l'état des lieux? Est-ce que ces opportunités-là, le secteur privé se l'approprie? Est-ce qu'il l'utilise réellement? Voilà. Donc, j'avais cette question. Merci. Merci. On va demander directement à Monsieur Diouf de poser sa question. Ramatoulaye intervienne. Oui, je réponds ou on prend la deuxième question? Monsieur Diouf, allez-y. Monsieur Diouf va... On vous laisse le temps de réfléchir à la réponse. Monsieur Diouf, allez-y. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour tout le monde et bravo aux panélistes pour les interventions très pertinentes. Et enfin, j'ai quelques questions. Une première, c'est par rapport en fait aux PPP qui ont déjà été réalisés au Sénégal. Donc, question pour l'UNAP, je pense. Les principaux enseignements tirés des premiers PPP, donc réalisés jusque-là. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est par rapport en fait au coût de préparation en fait des PPP. On sait que beaucoup d'intervenants dans les PPP en Afrique sont plutôt des entreprises étrangères. Et pour les entreprises locales, il y a des barrières, on va dire, au niveau des coûts de préparation. Existe-t-il aujourd'hui des mécanismes au niveau de l'État pour réduire cette barrière à l'entrée avec des DFIs ou des fonds au niveau de l'État, etc. Et puis, une dernière question, c'est par rapport au bridge loan. On sait que dans d'autres parties du monde, en fait, les equity bridge loans sont utilisés pour, on va dire, delay la participation en equity des sponsors et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, localement, on est en train de réfléchir à des mécanismes comme ça, dans le cadre des PPP, avoir des pratiques bancaires locales qui permettent de structurer, par exemple, des equity bridge loans, ou est-ce qu'il faudrait des mécanismes de garantie publique pour accompagner ces mécanismes-là? Donc, merci. Ce sont ces trois questions que j'avais en tête. Et bravo Merci, encore. Monsieur Diouf. Merci. Merci, Monsieur Diouf. Ramatoulaye, donc on va vous passer la parole déjà, puis ensuite on donnera la parole à Khadim et à Tassim. Le micro est fermé, Rama. Oui, désolée. Je disais oui, merci beaucoup, Khadi. Donc, je vais répondre déjà à la première question parce que de savoir est-ce que réellement le secteur privé aujourd'hui profite pleinement des avantages que le texte leur octroie. Et du point de vue de la participation à l'actionnariat de la société de projet aujourd'hui, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'utiliser ça? C'est ce que je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, qu'aujourd'hui, l'UNAP, dans son rôle, vulgarise. Donc, on a eu plusieurs dialogues qu'on a eu à faire avec le secteur privé aujourd'hui et ils sont au fait normalement par rapport aux dispositions du texte. Bon, ça déjà, c'est le texte. Mais dans le concret, j'ai jugé les résultats timides parce que sur des projets, j'ai donné l'exemple du projet de la CIRN où le secteur privé local a participé à hauteur de 10%, c'est déjà bien. Mais on trouve encore timide, on en veut plus et c'est là où j'ai invité le secteur privé à se positionner davantage sur les projets. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 projets qui ont atteint le closing commercial, parmi lesquels il y a 2 offres d'initiative privée. Et ces projets-là, je ne peux pas dire à date, du point de vue de résultats concrets, quelle est la participation à l'actionnariat, etc., parce qu'ils n'ont pas encore atteint le closing financier. Donc, vous convenez avec moi que les résultats à date sont encore assez timides du point de vue de la prise de participation à la société de projet. Merci, merci Rama. Khadim, vous souhaitez intervenir sur les questions, peut-être sur les questions
coûts de préparation ou public loans garantis? Oui, merci Khadi. Ou Les peut-être, coûts de d'accord, ok. préparation, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on regarde l'arrêté ministériel qui fixe les coûts pour les frais de dossier, ce ne sont pas des montants élevés, certes, mais pour structurer un projet et le présenter en maître d'ouvrage, il faut quand même un minimum. Il faut le préparer, il faut faire une étude. Parfois, c'est des enquêtes. On est conscient de ça parce que nous, en tant qu'autorité, il nous arrive de lancer ce type d'études amont à des projets. Donc, c'est des coûts qui sont assez importants. Dans la loi, on donne cette possibilité à un privé soit de prendre en compte ces fonds ou de le compenser. Mais tout à l'heure, quand je parlais d'expliciter ce mécanisme, c'était pour que ça soit mieux compris. Et peut-être s'il le faut, en tout cas, l'écrire davantage pour que le privé qui prend l'initiative de faire une offre d'initiative, de réalisation et qui soumet cette offre à une autorité contractante, et un minimum de garantie que si on arrive à un certain stade de son projet, si c'est bancable, si le rapport d'évaluation est satisfaisant, qu'on peut aller à la phase réalisation. Si malgré tout, avec le régime de droit commun, on passe à une mise en compétition, quand même, qu'on le protège, qu'il ne perde pas son investissement. Donc, au moins qu'il ne sorte pas perdant de l'affaire. Donc, je pense que c'est important. Un point aussi, parce que je veux rester dans l'équilibre, parce qu'on rencontre beaucoup de privés qui viennent nous voir avec des profils différents, parfois aussi côté local. On a cette impression d'aller un petit peu vers des solutions plutôt faciles. Au lieu de structurer un projet, je peux donner un exemple qui est peut-être anecdotique. Bon, on a reçu il y a quelques semaines quelqu'un qui vient nous voir. Bon, un projet, c'est un privé local avec le maire. Qui consiste à quoi? Bon, aller sur un rond-point, installer, voilà, mettre une installation de lavage de véhicules sur un rond-point. Déjà, ça entrave la mobilité. Donc, l'étude ne peut pas prouver. Et qui utilisait à côté d'une station-service qui existe. Donc, vraiment aller sur un projet qui soit structuré, avoir son local à lui de manière professionnelle plutôt que d'aller sur l'espace public. Je ne réduis pas toute la dynamique du privé à ça, mais parfois aussi ça donne une illustration parce qu'on reçoit aussi de l'étranger. Peut-être aussi mieux dialoguer pour aller sur des partenariats avec un international local parce qu'il y a sur certains projets, c'est des domaines d'expertise qu'on n'a pas encore développés chez nous. Donc, avoir l'humilité, dans un premier temps, d'apprendre. Nous avons des projets dans lesquels nous avons beaucoup encouragé la participation du privé. Nous avons vraiment défendu pour qu'il soit pleinement engagé dans le projet. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que il a été un petit peu trop gourmand avec des coûts qui ont déséquilibré un petit peu, l'équilibre économique de notre point de vue, avec des surcoûts. Peut-être dans un premier temps, ne pas perdre de l'argent, mais aussi apprendre sur un projet, deux projets pour ensuite faire ses propres projets d'initiative privée. Donc, il y a beaucoup à dire, beaucoup de projets, beaucoup de types de retours d'expérience. Voilà. Merci. Merci, Khadim. Peut-être indiquer à M. Diouf que nous, on avait fait en 2018 une étude pour le financement des projets en PPP. Donc, on est en train de reprendre parce qu'on est en train de faire un pipeline de projets régionaux. Et la norme globale était de 3 à 5% en fait, du montant de l'investissement pour les coûts de préparation. Donc, ça pouvait aller même jusqu'à 10%. Et on incluait donc dans ces coûts de préparation, comme vous l'avez indiqué, les différentes études, évaluation préalable, faisabilité technique, soutenabilité budgétaire, études d'impact environnemental, social, mais aussi toute l'assistance juridique et financière importante qu'on a d'ailleurs mise en recommandation tout à l'heure dans le cadre de ce panel. Donc, si ça peut appuyer sur la réponse qui est donnée à M. Diouf. On va demander à Taslim si… Tu as parlé du montant, mais tu n'as pas parlé qui va financer ça. C'est ça la question, en fait. C'est 3 Alors, à 10%. en fait, bon, il y a une partie des études sont quand même
prise en charge par l'État. Au niveau de nous, sur notre pipeline de PPP régionaux, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a mobilisé, par exemple, des financements à travers des PTF pour pouvoir justement prendre en charge les coûts de préparation. Ça va être pour le pipeline de projets régionaux et on va faire un pilote. Dès que le pipeline sera stabilisé, on va faire un pilote. On va prendre un projet et on va faire un pilote pour voir effectivement la faisabilité et pouvoir ajuster en termes donc, de mobilisation de ressources. Et ça, Maintenant, c'est les il faut savoir… autorités contractantes qui viennent te voir pour ça, ou bien c'est le secteur privé qui vient te voir pour ça? Ah, non, ce sont les autorités contractantes. Maintenant, il y a quelqu'un qui… Maintenant, bon, je me dis qu'on peut ajuster. On peut ajuster, mais normalement, ce sont effectivement les autorités contractantes. Après, je me dis que peut-être qu'on est en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place un fonds, justement, comment on peut mobiliser un fonds pour pouvoir prendre en charge les projets en PPP. Mais ça, c'est très difficile parce qu'il faut qu'on puisse, avant de mettre en place ce fonds-là, créer une unité régionale PPP. Il y a beaucoup de préalables, en fait. Et bon, malheureusement, on est, on va dire, très en sous-effectif aussi. Ce qui fait que, bon, c'est un peu plus lent que prévu. Mais je pense qu'en tout cas, le privé peut aussi, on va C'est dire… là où je parlais tout à l'heure d'optimisation. Donc, le secteur privé lui-même, dans son processus de portage de projets, développement des projets, va prendre en charge une partie de ses frais pour ce qu'il s'agit de sa part, parce qu'elle doit faire une proposition, comme je dis, dans le cadre réglementaire, il faut qu'il y ait une évaluation préalable qui soit intégrée dans l'offre. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre d'études qui soient faites. Donc, le secteur privé va le faire. Je comprends que de l'autre On est obligé côté… de refaire. Oui, vous On êtes sera obligé obligé, de… je comprends, donc c'est la sorte de contre-expertise, mais c'est là où je parlais d'optimisation entre les AC et l'UNAP, enfin l'UNAP PP que je promeus comme étant l'UNCPPP, parce que si l'autorité contractante fait, ensuite l'UNAP aussi à son niveau doit faire, donc pour moi il y a un doublon d'utilisation de ressources, donc il y a à optimiser. Mais nous, le secteur privé local, là où on n'arrive pas à être assez compétitif, en tout cas sur certaines tailles de projets, c'est que justement, ces frais de préparation rapidement deviennent conséquents, et on est obligé de un peu scramble pour trouver les ressources, alors que si on avait une sorte d'appui avec des fonds dédiés au niveau du secteur public, dans la mesure où le projet est identifié comme étant faisable, portable par cet acteur local, et qu'il a juste besoin d'un gap pour financer ses frais de développement, il devrait y avoir des fonds qui soient dédiés à ça pour promouvoir et accompagner un peu la compétitivité du secteur local. C'est tout ce que je dis. Et Non, par non, je rapport à ce comprends. que M. Diouf a dit tout à l'heure, louable. juste pour compléter ça, il parlait de bridge. Le problème avec un bridge, c'est que le bridge, il faut qu'à la fin de la journée, tu le bascules sur un autre prêt. Et cet autre prêt, il ne peut se faire que si tu as le projet. Comme M. Cizé l'a dit, on n'est pas sûr d'avoir le projet. Tu peux faire tout le travail, il peut être innovant et tout, et à la fin de la journée, il ne se fait pas. Et donc, du coup, si un bridge n'est pas implémentable parce que tu n'as pas une sortie ou un refinancement qui est garanti. Donc, tout ça, ça vient un peu compliquer les choses pour les acteurs locaux. Mais on ne se plaint pas. On demande juste la possibilité de pouvoir travailler et d'avoir de la lisibilité, de pouvoir, en tout cas, proposer et de voir de la lisibilité si nos offres sont retenues ou pas, et qu'on soit considéré de manière un peu, si tu veux, compétitive et juste par rapport aux alternatives. Super. Merci, Tassim. Je comprends parfaitement ton point de vue et c'est très clair. Je ne sais pas… Ramatoulaye, c'est Ramatoulaye? Ok. Oui, j'ai levé la main parce que je souhaiterais intervenir. Ok. Sur le point facilitation de préparation de projet, optimisation des coûts en privé, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, vas-y. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné lors de mon argumentaire, hein. Je n'ai pas parlé du FAP parce que la question principale, c'était les offres d'initiative privée, mais il y a lieu de souligner en fait qu'il y a un fonds d'appui au même titre que l'UNAP qui existe et aujourd'hui qui est opérationnel et prêt à aider
pour la préparation des projets. Donc, ce fonds-là Au aujourd'hui Sénégal. accompagne. Oui, c'est le fonds d'appui au partenariat public-privé, le FAP, qui a été créé également sous l'égide de la loi de 2021, comme l'UNAP. Et aujourd'hui, ce fonds est là pour accompagner à la préparation des projets. Et il va même jusqu'à la mise à disposition, parfois, dans l'accompagnement de conseillers et de consultants pour mieux préparer les projets. Donc, pas que financier. Et il y a des conditions d'éligibilité à ce fonds-là. Aujourd'hui, c'est des conditions qui sont établies par le texte même qui dit qu'il faut déjà que le projet en soi, la fiche de projet, ait fait l'objet d'un avis favorable de l'UNAP. OK. Et que deuxièmement, ce projet soit inscrit dans le programme d'investissement même de cet AC pour pouvoir être éligible. En fait, ce sont les conditions qui sont exigées par le fonds. Mais aujourd'hui, on a tenu plusieurs réunions avec ce fonds même, avec certaines AC qui ont leur projet et qui souhaiteraient être accompagnés sur les études parce qu'ils n'ont malheureusement pas les fonds pour réaliser ces études-là. Donc, on a tenu des réunions avec ce fonds et on a présenté le projet. Et s'ils jugent que l'intérêt est crucial concernant ce projet-là et que le projet respecte les conditions d'éligibilité, bah, le fonds est prêt à accompagner. Après, je sais concernant... La problématique, excuse-moi, Ramatoulaye, de Taslim reste entière parce qu'il me semble que le FAP finance le public. En fait, sa problématique, c'est d'avoir un fonds ou en tout cas qu'il y ait une optimisation des coûts et qu'on puisse justement soutenir aussi les dépenses du privé. Mais effectivement, le FAP est une bonne... je ne savais pas qu'il était fonctionnel, mais effectivement, ce fonds est un bon exemple. Est-ce que tu souhaitais intervenir sur un autre point? Oui, non, c'est juste par rapport à l'unité régionale, parce que je pense que vous devez le savoir même vous de l'UEMOA, qu'il y a le PPDU qui est là, donc je ne sais pas si vous vous êtes rapproché CEDEAO. Oui. On connaît très bien le PPDU à Lomé au niveau de la BIDC, mais le PPDU, c'est la CEDEAO. Et vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'UEMOA et ceux de la CEDEAO ne sont plus tous les mêmes. Donc, on va dire que l'unité régionale UEMOA reste d'actualité. Merci. Merci, Hadi. Merci, Rama. Merci, Taslim. Merci, Khadim. Même s'il y a d'autres questions, ce que je vais proposer, c'est que vous puissiez nous envoyer vos questions. Peut-être, Abdoulaye, tu peux donner une adresse email à laquelle les participants qui ont des préoccupations pourront envoyer leurs questions. Parce que c'est tellement passionnant qu'on risque de passer, comme je vous ai dit, toute l'après-midi ici. Mais je pense que là, on va vraiment arriver au terme de cet échange. Alors, en général, à ce stade-là, on demande aux gens, quel est le mot de fin? Mais bon, Taslim, je ne suis pas conventionnelle comme personne. Donc, je vais plutôt vous proposer un exercice de projection. Et vous allez me dire, dans 5 ans, chacun, quel indicateur ou quel changement concret vous permettra de dire ça y est, cette fois-ci, le secteur privé local a véritablement pris sa place dans les PPP. On va commencer par le secteur privé. Taslim, dans 5 ans, on se retrouve ici. Bon, quel changement concret? Déjà qu'il y ait un nombre beaucoup plus conséquent de projets PPP qui soient exécutés. Je leur souhaite, dans les 5 prochaines années, à minima 10. Je sais que ça peut être beaucoup plus que ça. Et je souhaite que ce soit à minima 60% porté par les acteurs locaux. Et je ne dis pas que ce soit à 60% à 100%, mais que les personnes qui les portent, même avec des partenaires internationaux, à 60% soient des acteurs locaux. Perfect. Khadim, on va laisser le meilleur pour la fin. Bon, Ramatoulaye, la femme. Là, je fais ma féministe. On vous écoute, Khadim. Je vais faire preuve de paresse en utilisant le même indicateur que M. Ngom, Taslim. Peut-être aussi pour évoquer une expérience. Ramatoulaye en parlait en début de propos en citant le cas du Maroc. Moi, je l'ai quitté en 2017, en juillet. En ce moment-là, dans le secteur des transports, on lançait une étude sur la faisabilité des PPP dans le secteur des transports. Aujourd'hui, ils en font beaucoup de projets, en moins de 10 ans.
Alors que nous, plus de 10 ans avant, on avait déjà des projets PPP dans le secteur des transports, avec le projet d'autoroute à péage. Voilà. Je veux dire que pourquoi ils ont arrivé à faire tout ça, simplement parce qu'ils ont été pragmatiques. Il faut être pragmatique à tous les étages. Voilà. Super. Voilà, Parfait. c'est- Merci, Khabib. Ramatoulaye? Ah. Et merci beaucoup, Khadi. Je rejoins aussi M. Ngom parce que pour moi, le fait que l'on puisse évaluer réellement, c'est qu'on voit que le privé local s'est positionné sur pas mal de projets, mais aussi il y a le fait que l'on puisse parler le même dialogue. L'avancée sera pour qu'on puisse arriver à ce résultat de positionnement, il va falloir qu'on puisse parler le même dialogue, qu'on puisse s'entendre entre acteurs du public et du privé pour y parvenir. Il faut d'abord qu'il y ait un gros effort au niveau des AC. Nous sommes là, nous sommes prêts à accompagner. Le secteur privé, comme M. Ngom, c'est des gens qui sont très au fait concernant les partenariats publics-privés. Donc, je pense que si on pousse plus fort, on y arrivera, Inch'Allah. OK, merci. Inch'Allah. Merci, Ramatoulaye. Bon, mais en tout cas, je vous laisse quand même chacun dire merci si vous avez un petit mot de fin, parce que bon, je sais que c'est toujours un souhait. Donc, Ramatoulaye, profites-en pour dire merci si tu le souhaites, et comme ça, on va pouvoir clôturer. Et merci à modératrice et aux panélistes. Vraiment un Mais grand merci. Lamine, il Je ne faut pas suis t'inquiéter, tu vas participant. parler. Non, non, Lamine non, Lo. je suis Ah non, participant. je n'ai Moi, pas fini merci avec beaucoup. toi, hein? Non, non, Merci. non, non. Non. Non, mais bon, je sais que tout le monde est en tout cas fatigué. On va dire merci à tous nos panélistes pour la richesse donc, des analyses, les perspectives inspirantes. On a vu vraiment qu'on a des experts, chacun dans son domaine, experts privés, experts unité PPP, experts autorité contractante. C'était vraiment très riche, très intéressant. On a beaucoup appris, mais je pense que aujourd'hui, et merci aussi aux participants parce que d'avoir pris de leur temps pour rester présents jusqu'à 14h30 et puis pour poser des questions très intéressantes. Ce que je peux dire, c'est que nos échanges nous ont appris que le succès des PPP ne se mesurera pas uniquement au nombre de projets réalisés ou au montant investi, mais il va se mesurer également à notre capacité à faire émerger des entreprises locales plus fortes, des champions comme Taslim, plus compétitives et davantage impliquées dans la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation de nos projets structurants, avec à leur côté d'autres champions comme M. Cissé et des unités PPP de coordination comme avec Ramatoulaye. Et donc, vraiment, merci aussi particulièrement à Lamine Lo pour son engagement constant en faveur de la protection de la culture PPP sur notre continent. Je lui dois la validation de ma directive PPP, je le dis et je ne cesserai de le dire parce que c'est grâce à son intervention au dernier atelier après 8 ans de bataille qu'on a pu enfin avoir un texte communautaire. Et donc, merci aussi d'avoir souhaité que je puisse modérer ce panel. Et puis, ben voilà, je vais vous dire à très bientôt au niveau donc, de PPP for All. Puis on reste connecté, hein? Voilà, je pense que Lamine, tu vois, j'ai été gentille, je t'ai laissé. Merci beaucoup à tous. Alors, par contre, je ne sais pas, est-ce qu'on ne doit pas faire une photo de famille? Vous savez, moi, j'aime bien les photos, hein. Donc, si vous pouvez tous mettre vos caméras, on fait une photo de famille avant donc, de clôturer. Lamine, tu veux dire quelque chose en attendant qu'on fasse la photo? Merci beaucoup. Non, merci, rien à rajouter. On fait la photo. Merci, Lamine. Ça marche. Abdoulaye, c'est bon? En fait, vous tous, hein, Lamine, ta photo, ta caméra, c'est tous les C'est fait. participants. Voilà, c'est pas que les panélistes, tous les participants. Voilà. Oui, je sais, je suis une modératrice dictatrice, c'est pas grave. Voilà. Donc,
Vos caméras, s'il vous plaît, c'est bon? Voilà, voilà. Voilà. Abdoulaye, on est bon? On est bon, C'est Abdoulaye, c'est bon? Oui, Djibril? c'est bon. Ah. Mais qui est Bérouz? Bérouz souhaite intervenir. Mais normalement, c'est clôturé, mais Bérouz, on vous écoute? Je sais pas, j'ai vu une main. Non, c'est bon? OK. C'était une erreur. Merci à tous. Au plaisir. Et puis, Lamine, encore toutes mes excuses pour le retard. Hein? Merci à toutes et à tous. Bye. Merci à tous. Merci. Merci, Hadi, au revoir. Merci, bon après-midi. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir.